Bonjour à toutes et à tous. Bonne année et bienvenue au webinaire du FC3R. Je suis Susanna Gomez, chargée des formations. Aujourd'hui, nous allons présenter les techniques des génotypages non invasifs des animaux de laboratoire. Avant de présenter nos intervenants, sachez que ce webinaire sera accompagné d'une actualité afin de comprendre et de montrer comment des collègues ont réussi à implémenter des techniques de génotypage non invasives et à changer les choses. Des documents seront mis sur FRIA, qui est la base des ressources francophones du FC3R en génotypage et identification des non invasives. Et d'autres documents seront également déposés prochainement. Enfin, nous allons organiser autour de ce webinaire également des workshops pratiques qui seront tout d'abord effectués en Île-de-France avec l'aide des collègues anglais en s'inspirant de l'exemple du Centre anglais des 3R, et on organisera des workshops pour les souris et les poissons et avec l'aide de nos collègues de ces structures de bien-être animal en Île-de-France. Et on espère après aller en région. Et aujourd'hui, nous allons accueillir, et j'ai le plaisir d'accueillir nos collègues. Tout d'abord, Karim Mesbah et Frédéric Jacot, et ce sont nos experts de la cellule AFIS du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils vont parler de la réglementation, des statistiques sur le génotypage et l'identification des animaux à des fins scientifiques. Ensuite, sera le tour de Sylvie Jacot et Agnès Ockemiller. Ils sont des ingénieurs à l'ICM et ils vont parler de l'ingénierie des techniques de génotypage non invasif dans plusieurs espèces, mais également ils vont aborder en partie l'identification non invasive. Et enfin, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir l'Université de Liège depuis la Belgique avec Nassim Moula. Il est vétérinaire responsable d'animalerie et Nassim va nous montrer comment l'université a implémenté avec un seul geste technique l'identification et le génotypage et chez les rongeurs, donc un geste moins invasif. Et maintenant, je donne la parole à Karim. Merci Karim. Bonjour à tous, merci beaucoup Susanna. Donc comme vous l'a dit avec Frédéric, on va essayer d'aborder l'aspect réglementaire, mais cet aspect réglementaire donne aussi bien sûr des considérations sur le bien-être animal. On va essayer de définir ensemble les termes de prélèvement de tissu, ce qu'est un prélèvement invasif et un prélèvement non invasif ou un tissu excédentaire, on verra ça tout à l'heure. Et on va le voir du coup justement comment la réglementation a défini ces différents termes et comment nous les traitons au sein de la cellule AFIS. Tout d'abord, de quoi on va parler? On va parler d'animaux génétiquement altérés. En fait, dans la notion d'animaux génétiquement altérés, il y a deux groupes. Le groupe des animaux génétiquement modifiés, et en fait, ça correspond au groupe des animaux qui ont été créés, qui ont été générés par mutagénèse, par modification, tout ce qui est KO, KI, par les techniques d'endonucléase comme les CRISPR, les souris transgéniques et également les mutants chimiques induits. Et ce qu'on a aussi dans ce même groupe d'animaux génétiquement altérés, c'est les animaux qui ont présenté des mutations spontanées. Mais en fait, on va les rentrer dans ce groupe-là uniquement si les mutations sont délétères. Dans le sens délétère, on entend ça, pour ceux qui connaissent bien ces termes, comme phénotype dommageable. Donc, si une mutation spontanée apparaît, si je vous ai mis l'exemple des souris obèses, qui est une mutation spontanée, c'est apparu et en fait, c'est un phénotype dommageable. La mutation entraîne une nuisance sur l'animal. C'est la définition du phénotype dommageable. Ces animaux-là ont un intérêt scientifique. Donc, on va conserver ce phénotype-là. Donc, ces animaux rentrent dans le cadre des animaux génétiquement altérés. Ces animaux génétiquement altérés ont une mutation et en fait, c'est des choses assez connues, assez simples. Cette mutation, elle est portée donc au sein du génome, sur les chromosomes. Mais là, si on prend l'exemple de la souris, si on croise un mâle qui est porteur d'une mutation à l'état hétérozygote avec une femelle porteuse également de cette mutation à l'état hétérozygote, on va avoir fabrication de gamètes qui vont être porteuses ou non de la mutation, d'ovocytes porteurs ou non de la mutation. Et donc, dans la portée à venir, les petits qui vont venir peuvent avoir trois types de génotypes non porteurs, hétérozygotes, homozygotes. Tout le challenge,
Et donc, à chaque naissance, à chaque portée, à chaque apparition, à chaque ponte, à chaque apparition de nouveaux individus issus d'un croisement, c'est d'identifier ces animaux et de les identifier de deux manières, hein, leur donner un numéro, leur donner une identité, mais également venir chercher si cette mutation est portée par ces animaux, quel type de mutation est portée par ces animaux. Donc, on se rend bien compte qu'il va falloir définir un certain nombre de choses. C'est d'abord la technique qu'on va choisir dite de génotypage et d'identification. En fonction de la technique que l'on va choisir, s'il est nécessaire ou non de prélever du tissu, donc de faire une intervention sur l'animal. Si cette intervention est nécessaire, quel tissu on va prélever? Et enfin, comment on va le faire? Et donc, dans le comment on va le faire, et dans toute cette considération-là, on va avoir essentiellement deux questions à se poser. La première des choses, c'est que ces éléments-là vont être définis par des données techniques et scientifiques spécifiques de votre mutation. Comment scientifiquement vous allez l'étudier et du coup comment scientifiquement vous allez identifier les animaux. Et bien sûr, il y a un choix de ces techniques qui doit être dans la notion de balance dommage-avantage, hein, qui doit être le moins douloureux pour l'animal. Et toutes ces données-là et ces techniques-là doivent bien sûr prendre en compte des conformités éthiques et réglementaires qui vont tenir compte de ces aspects-là en fonction de ce qu'il est possible de faire. Vos animaux sont porteuses de mutations, vous allez les identifier et les caractériser génétiquement, donc faire un génotypage de ces animaux. Il y a deux manières de faire un génotypage, d'identifier ces animaux, c'est d'aller voir l'ADN, d'aller voir vraiment la mutation, ou alors d'aller voir la conséquence de cette mutation, donc le phénotype. Si on va aller identifier la mutation, on doit prélever du tissu, parce qu'après, il faut faire une analyse de l'ADN qui se fait le plus souvent par PCR. On a ici quelques exemples chez la souris et puis chez le poisson, des techniques qui sont des tissus qui sont le plus prélevés, hein, la queue, l'oreille, le follicule de poil, les phalanges. Ici, je vais mettre, c'est très peu fait en France, mais sachez qu'il y a un guide européen qui reprend l'ensemble des considérations sur les animaux génétiquement altérés. Et dans ce guide, il conseille le prélèvement de l'arme si ça intéresse certains. J'ai la référence bibliographique. C'est très très peu. Je ne l'ai pas encore vu en France, mais voilà, sachez que le guide européen conseille cette technique-là. On verra pourquoi. Chez les poissons, hein, on a la coupe de la nageoire caudale ici. Je sais que le morceau est important, mais je suis désolé. C'est juste pour pouvoir illustrer cette coupe de nageoire. Ça ne correspond pas à la réalité. Dans la réalité, on doit couper un morceau bien plus petit que celui-ci. Sinon, on va le faire selon le phénotype, c'est-à-dire qu'on ne va pas prélever de tissu, on va regarder l'expression de la mutation. Alors, par observation simple, qui peut être une couleur de pelage qui change, un pelage irrégulier, la taille de l'animal, hein, par exemple les souris obèses qu'on a vues tout à l'heure, on voit clairement qu'elles sont mutantes par rapport aux autres, ou alors beaucoup de personnes font aussi des génotypages par observation de la fluorescence avec les actines GFP, hein, qui sont les souris d'origine les plus connues, avec une simple lampe fluorescente que vous mettez dans votre cache sur les portées, vous voyez les petits qui sont porteurs de la mutation. Sinon, vous pouvez aussi faire un génotypage, en fait, c'est un phénotypage, savoir qui est porté, par le prélèvement de tissus pour des caractérisations phénotypiques, donc de type histologie ou alors du dosage. Alors, ça va surtout être du dosage, et ça se fait beaucoup par prélèvement de sang. On prélève du sang, on va mesurer le métabolite qui est muté, qui voir comment sa concentration a bougé, et faire le génotypage sur cet aspect-là. Bien sûr, comme vous en doutez, toutes ces techniques-là ont un impact sur le bien-être animal. Et du coup, la réglementation va définir un certain nombre de choses. Vous connaissez tous le seuil réglementaire, qui est l'équivalence ou supérieure à la piqûre d'une aiguille. Si votre technique fait fait aussi mal ou plus mal que la piqûre d'une aiguille, il faudra demander une autorisation de projet et donc les animaux seront comptabilisés de façon dans les statistiques annuelles. Si c'est en dessous du seuil, c'est-à-dire moins mal, donc des techniques qu'on dira non invasives, on verra ça tout à l'heure, il ne faut pas de demande d'autorisation de projet. Mais en fait, on a un article qui est l'article 214-88 qui enlève du champ d'application l'identification. Donc si vous numérotez un animal en retirant un bout de tissu, par exemple, vous faites un trou à l'oreille à un endroit bien précis qui dira que cette souris-là est la numéro 1, le trou que vous allez faire à l'oreille va vous générer un surplus, un petit bout d'identification, un petit bout de tissu. Si ce tissu-là, vous l'utilisez pour génotyper, c'est ce qu'on appelle un surplus d'identification. C'est le tissu excédentaire de l'identification. Donc là, on n'a pas besoin d'une demande d'autorisation de projet. Mais comme je le dis assez souvent, ça n'exclut pas d'avoir
de le faire selon des conseils et en suivi en structure chargée du bien-être animal, ce qui est hors d'app dans un établissement est à traiter dans le cadre de la SBEA pour valider la technique que l'on a choisie. Donc si on résume, on va avoir, si on a une seule intervention, donc une identification et l'utilisation du tissu excédentaire pour génotypage, on ne fait pas de demande d'autorisation de projet. Et c'est ce que l'on appelle en réglementation des méthodes dites d'utilisation des tissus excédentaires. On est en pleine période de statistiques annuelles, hein, vous avez dû recevoir les fichiers Excel des statistiques annuelles pour 2024 et vous allez retrouver, hein, je vous ai remis, donc c'est pour ça que c'est en anglais, mais les figures sont compréhensibles. Je vous ai remis exactement ce que vous allez trouver dans vos fichiers de statistiques. Donc, ça reste des techniques invasives, hein. Faire un trou à l'oreille ou couper un bout de phalange, c'est une technique invasive. On verra les considérations pour la phalangiectomie et ce que l'on appelle l'utilisation d'un surplus. Donc, ça reste des techniques invasives. Le deuxième cas, vous allez faire une première identification. Je vous ai mis ici un exemple d'identification qui va nécessiter après, donc le tatouage à la phalange, la pose de bague et une puce RFID. On voit bien qu'après, si on veut prélever du tissu, il va falloir faire une deuxième intervention sur l'animal. Si cette intervention est sous le seuil, il n'y a pas besoin de demande d'autorisation de projet. Réglementairement, c'est ce que l'on appelle des techniques non invasives. Elles portent bien le nom dans vos statistiques de non invasives. Vous allez avoir le follicule de poil, vous allez avoir la simple observation, donc la fluorescence, et vous allez avoir des prélèvements sur animaux morts, et vous allez avoir dans Hauser, je vous ai mis deux types de Hauser ici, donc prélèvement de larmes et ici l'écovillonnage buccal. Ça va être, hein, je pense, l'objet du webinaire, de la suite du webinaire, les techniques à privilégier qui sont qui sont non invasives, donc le moins douloureuses pour l'animal. Le deuxième point, vous faites une intervention qui va être l'identification, donc certainement celle-ci, et vous allez faire une deuxième intervention, et cette fois-ci, cette deuxième intervention va être au-dessus du seuil. On va parler par exemple de prélèvement de sang, on va parler de biopsie. Alors je me rends compte qu'en fait mon schéma n'est de biopsie d'oreille, mais en fait on parle bien de biopsie d'oreille et ici de punch, de clip d'oreille. En fait le schéma n'est pas bon, donc si vous avez utilisé une technique ici et vous faites en plus un prélèvement d'oreille qui n'est pas de l'identification, vous rentrez dans le cadre de l'invasive. On a aussi la biopsie de queue. Et la phalangiectomie ici, elle est également mise ici, mais on voit bien qu'elle est dans un cadre invasif. Ici, on est en cadre du surplus parce qu'elle sert à la fois à identifier et à génotyper. Ici, elle est dans un cadre invasif parce que vous avez déjà identifié vos animaux et vous voulez quand même couper un bout de phalange. Autant vous dire que c'est un point qu'on va régler assez rapidement. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé en France. Vous pouvez faire la phalangiectomie dans un cadre bien particulier que si vous l'identifiez en même temps. Et vous avez ici le prélèvement, de la nageoire. Je vais justement parler, donc voilà, juste pour revenir à ça, on a trois grands parties, trois grands choix. L'utilisation du surplus qui est conseillé, qui ne nécessitera pas d'app, qui est conseillé, mais dans certaines conditions et surtout attention, ça restera dans beaucoup de cas des techniques invasives. La méthode qu'il faut privilégier, c'est la méthode non invasive. Et bien sûr, les méthodes à essayer, à proscrire et à essayer d'éviter, ce sont les méthodes dites invasives. Si on fait un petit focus sur la phalangiectomie qui pose beaucoup de questions, donc vous allez faire de l'ablation de phalange. Je vous ai parlé du guide européen que voici, hein, quand vous aurez vous pouvez avoir le lien pour l'avoir. On a aucune autorisation de projet pour l'Europe, hein, si c'est utilisé avec l'identification. Vous identifiez et vous utilisez le bout de phalange pour génotyper, c'est autorisé sans saisine. Par contre, c'est absolument à raffiner et démontrer que c'est la technique, démontrer que c'est une technique indispensable. Par contre, si vous n'identifiez pas vos animaux, vous voulez juste prélever de la phalange, c'est une technique qui nécessitera une demande d'autorisation de projet. Ça, c'est au niveau de l'Europe. Si on revient, oui, pardon. Par contre, ce qui vous dit dans le guide européen, c'est que cette méthode, c'est interdite ou fortement déconseillée dans certains États membres. Et bien sûr, cette pratique-là, consistant à faire une biopsie sans identification, elle devrait complètement cesser de ne plus être utilisée. Par contre, si on vient en France, on a la recommandation, nous, du CNREA, où il est clairement noté que l'amputation de la phalange à seule fin d'identification sans nécessité de génotypage des animaux n'est pas acceptable. Et
Si on reprend les recommandations du guide européen, les pratiques consistant à effectuer une biopsie de la phalange distale uniquement pour prendre un échantillon de tissu devraient cesser. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en France, l'on autorisera la phalangectomie que si elle est couplée à une identification. Et bon, je le dis, mais c'est en général ce que l'on retrouve. C'est pour ça que théoriquement, il faudra faire attention justement dans vos statistiques et savoir de quoi l'on parle. La méthode invasive de génotypage par tout clipping, c'est-à-dire qu'on a une deuxième identification, c'est en France en 2023, Frédéric vous présentera ça, vous verrez, on a 33 000 souris qui étaient dans les statistiques. Normalement, on devrait être à zéro parce que ce n'est pas autorisé. Ici, l'identification est découplée du prélèvement. Donc, on voudrait savoir si c'est vraiment réel ou si c'est des erreurs de déclaration, parce qu'on pense qu'il y a vraiment une confusion avec la notion de surplus par rapport à la notion d'invasif. Ensuite, ce que dit le CNREA, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette méthode en routine ou par défaut dans les zones zootechniques. Donc, pas de routine, pas de phalangectomie de façon générale dans un établissement. Elle n'est utilisable que si elle est nécessaire pour le bon déroulement d'un projet scientifique, donc limitée à ce projet. Dans ce cas, elle doit être décrite et justifiée dans la DAP du projet scientifique et uniquement pour ce projet. Il faut bien voir que ce n'est pas une contradiction avec l'Europe, parce que l'Europe nous dit que vous pouvez le faire sans autorisation de projet, l'identification, si c'est couplé à l'identification. Du coup, en France, vous devez justifier la phalangectomie dans la DAP qui utilisera ces animaux. Donc on la justifie, en général on la justifie par une utilisation précoce. Par contre, les nuisances et le nombre d'animaux qui sont uniquement concernés par la phalangectomie ne seront pas considérés parce que les statistiques c'est européen et en Europe on ne demande pas de DAP dans ce cas-là. Donc j'espère que c'est assez clair, mais on pourra revoir cet aspect-là. Au final, la CNREA a fait un certain nombre de recommandations. Ça doit être limité à une seule phalange, pas le pouce, privilégier les pattes postérieures entre la 7e et le 10e jour. C'est autorisé à 5,5 sous justification, personnel formé et matériel approprié. Enfin, pour terminer, je voulais vous... Donc, on a bien vu la différence entre invasif, non invasif et surplus et tissu excédentaire. Je voudrais maintenant vous présenter les recommandations du guide européen, à savoir que ces recommandations-là, elles sont extrêmement pertinentes et bien sûr, nous, au sein de la cellule AFIS, on œuvre à ce qu'elles s'appliquent dans un maximum de cas lorsque cela est possible. Donc, dans la mesure possible, il convient d'utiliser des méthodes non invasives, donc c'est notre thématique du jour, de prélèvement de tissu à des fins de génotypage. Lorsque les méthodes invasives sont nécessaires, il convient d'utiliser les méthodes les plus raffinées, donc les moins sévères. Et donc, ça, un élément important, et c'est quelque chose sur lequel nous, on aimerait bien qu'en France, on commence vraiment à prendre ça de façon très ciblée et spécifique. Le prélèvement de la queue peut presque toujours être remplacé par une méthode plus raffinée et nécessitera une très bonne justification pour être autorisé. Donc ça, clairement, on doit justifier qu'on fait des biopsies de queue chez la souris, faire en sorte de l'éviter. La première des choses à faire, c'est que certainement elle est remplaçable, sauf pour des quantités d'ADN, par une petite biopsie à l'oreille. La biopsie à l'oreille est quand même mieux tolérée que la biopsie de queue au niveau bien-être animal. On a une obligation de raffiner. Cette obligation de raffiner se fait en accord avec la SBEA. En fait, surtout, c'est une des missions de la SBEA et qui sera contrôlée par les autorités. Lorsque des méthodes invasives sont utilisées pour l'identification, donc ce que vous avez vu, le biopsie à l'oreille, notamment si elle sert aussi à identifier, ces procédures devraient fournir du tissu excédentaire pour le génotypage. Le responsable de projet devra veiller à ce que l'utilisation de méthodes invasives à des fins autres que le marquage soit dûment justifiée, donc toujours justifiée. Les structures chargées du bien-être animal ont un rôle de partage d'informations sur les nouvelles méthodes non invasives, le prélèvement de tissu et les techniques qui permettent de raffiner les méthodes invasives. Lorsqu'une méthode invasive de prélèvement de tissu est utilisée, il convient d'utiliser le recours à une analgésie et anesthésie. Donc, si vous utilisez une méthode invasive, il faut utiliser un analgésique et un anesthésique. Les pratiques consistent à effectuer une biopsie de phalange distale uniquement pour le prélèvement d'un échantillon devra cesser. Et étant donné que les biopsies de queue, biopsie auriculaire et l'ablation d'une partie ou de la totalité du doigt restent les méthodes les plus couramment utilisées dans l'Union européenne, Frédéric vous présentera ça juste après, les inspections devraient systématiquement déterminer si les méthodes les plus raffinées d'identification et de prélèvement sont utilisées. Les établissements devraient mettre en point des systèmes garantissant l'analyse rapide des résultats de génotypage. Et ils devraient se demander si le recours à des services externes professionnels de génotypage ne serait pas plus efficace et efficient que la fourniture de services de génotypage en interne. Donc,
Donc voilà un ensemble de recommandations qui, je pense, sont extrêmement pertinentes et qui rentrent complètement dans le cadre. Maintenant, je vais laisser Frédéric présenter la partie statistique. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour la seconde partie de la présentation du ministère, je vais vous donner les données chiffrées que le ministère a transmises à la Commission européenne récemment. D'ailleurs, je profite de l'occasion, comme vous l'a dit Karim, pour vous dire que la collecte 2024 a commencé. Et donc, je vous invite à être assez réactif pour la rédaction du fichier Excel pour qu'on puisse, nous, avoir l'ensemble de données le plus tôt possible. Alors, pour commencer, je vais vous dire aussi que les données sont de 2023, mais elles ont été transmises à la Commission européenne, mais pas encore validées. On s'attend à avoir des retours, des demandes de compléments, voire des corrections. Donc, ce sont des données qui sont quasiment finalisées, voire totalement finalisées, mais elles peuvent encore bouger. Mais en tout cas, les grandes lignes sont bien précises, sont bien présentes. Comme vous pouvez vous imaginer, l'ensemble des génotypages concerne principalement la souris. Donc, on a déclaré 693 289 génotypages en 2023 et donc 92% correspondent à la souris. On a une partie plus faible mais non négligeable des poissons zèbres, des rats et aussi des espèces un peu plus rares en termes d'effectifs comme le mouton, le porc ou les reptiles. En termes de méthode de génotypage, donc Karim les a décrites, mais donc comme vous le savez, dans le fichier Excel que vous devez compléter, vous avez donc la colonne méthode de génotypage. Dans cette colonne, vous avez un menu déroulant avec différents choix. Vous avez les génotypages dits invasifs, non invasifs et tissus excédentaires. Pour la partie génotypage dit invasif, vous avez plusieurs possibilités qui sont déjà pré-remplies, donc des choix dans le menu déroulant, avec biopsie de queue, biopsie d'oreille, ablation de phalange, biopsie de nageoire, prélèvement sanguin. Et quand ces critères ne correspondent, quand ces types de génotypage ne correspondent pas à vos méthodes utilisées, vous avez la possibilité de choisir la méthode autre. Et ensuite, il faudra la décrire, on le verra juste après. Donc, pour le génotypage dit invasif, la majeure partie des génotypages déclarés correspondent à de la biopsie de queue et de la biopsie d'oreille, donc environ 75%, je dirais, des déclarations. Et comme vous l'a dit Karim aussi au début, on a 33 434 déclarations de génotypage en invasif et en ablation de phalange. Effectivement, on considère que c'est sûrement une erreur de déclaration. Alors, on n'est pas allé chercher les établissements concernés, les déclarants concernés, mais on pense que ces déclarations devraient apparaître dans la dernière partie, le tissu excédentaire du marquage par ablation de phalange. Donc, ça montre quand même qu'on a des déclarations qui sont parfois erronées. On a fait un vrai travail avec la cellule pour améliorer la qualité des données pour notamment les déclarations des degrés de gravité réels avec la gravité sévère notamment, qui a fortement baissé et qui est maintenant au niveau de la moyenne européenne. Mais on se rend compte qu'en tout cas pour la partie génotypage, on a encore des erreurs. Donc, on vous invite à être vraiment vigilant. Nous, on va aussi creuser et travailler sur ces déclarations. En tout cas, ça peut passer les filtres et effectivement, on se retrouve avec des erreurs peut-être de déclaration. Pour la partie génotypage non invasif, on a 3 catégories. Observation sous éclairage spécial, donc ça c'est la traduction anglais-français, mais en gros c'est ce qu'a dit Karim sur la partie fluorescence par exemple. On a le prélèvement post-mortem, prélèvement de poils, et donc quand ça ne rentre pas dans ces catégories, on a aussi la catégorie autre. On s'est aussi posé la question sur le prélèvement de poils, parce que c'est une méthode qui est utilisée aujourd'hui, en tout cas qui est fortement communiquée au niveau de la communauté scientifique. Et on n'a que 4638 déclarations. Alors, soit cette méthode est peu utilisée parce que peu reproductible et peu efficace, ou soit c'est une méthode qui est en train de se développer et qui devrait augmenter en termes d'effectifs dans les années à venir. On considère que c'est plutôt la deuxième solution. On le verra en 2025 ou 2024. On a aussi donc les déclarations en tissu excédentaire issues d'un marquage d'animal pour ablation de phalange, par ablation de phalange ou par perforation d'oreille, avec des effectifs relativement faibles par rapport aux autres, mais qui augmentent et qui devraient être plus élevés du fait que la phalangiectomie devrait se retrouver aussi dans cette catégorie. Juste une répartition plus visuelle, bien qu'on a vraiment une grosse proportion en génotypage invasif, 4% non invasif et tissu excédentaire qui doit être sous-évalué à 14%, mais qui devrait être plus élevé. En termes de génotypage haute, donc comme je vous le disais, quand on choisit la méthode de génotypage dans le fichier Excel, si on choisit la catégorie autre, on va avoir pour obligation, et parce que le fichier ne passera pas les tests, de compléter la colonne qui est juste à côté, qui s'appelle spécifier autre.
Donc, on doit indiquer quelque chose, sinon le fichier n'est pas validé. Et donc, si on filtre par rapport à ce qui a été indiqué, on récupère les données suivantes. Pour ce qui est du génotypage invasif, on retrouve en autre de la phalangiectomie, ce qui montre qu'il y a une réelle erreur puisque c'est du génotypage invasif et en plus, on est sur une catégorie qui existe vraiment, donc on n'est pas dans autre. On a du prélèvement cutané, de la phalange tatouée, donc ça, pourquoi pas, ça reste des effectifs très faibles. Et en non invasif, pour la partie autre toujours, on a de l'élevage homozygote, donc ça aussi, ça peut poser question. On a de la fluorescence visible sans manipulation. Alors ça, c'est typiquement une catégorie dans non invasif, certes, mais c'est le choix NG2 de la colonne d'à côté, donc ça ne devrait pas être en autre. On a l'observation phénotypique, prélèvement buccal et prélèvement cutané sur le bord de la nageoire postérieure. Donc là aussi, pour cette dernière partie, on a une vraie catégorie dans le génotypage non invasif, dans la colonne du méthode de génotypage. Donc ça montre bien qu'on a quand même des erreurs dans les déclarations. Ça reste des effectifs qui sont faibles, hein. En pourcentage total, on est sur moins de 1%, même encore moins, même bien moins. Donc ça reste des faibles effectifs, mais ça reste quand même des erreurs qui peuvent être vues par la Commission européenne, d'où après les échanges qu'on peut avoir avec la Commission et avec vous ensuite pour les corrections. En termes de gravité des génotypages, on a bien sûr le degré léger qui va être très représenté pour les génotypages invasifs et modérés. Donc, on n'a vraiment que du léger, ce qui est correct, puisque le léger, normalement, prend bien sûr toute sa place. On a des déclarations en sévère. Alors ça, c'est une curiosité, puisqu'on ne devrait pas forcément avoir de déclaration en sévère. Alors, on pourrait creuser avec les établissements concernés pour avoir des explications, mais on ne devrait pas en avoir. Et le sans-objet, puisque le génotypage non invasif et le tissu excédentaire ne demandent pas à indiquer le degré de gravité du génotypage, de la méthode. Et d'ailleurs, si on fait un focus sur le sévère, donc dans le tableau de droite, j'ai indiqué le degré de gravité du sévère pour la partie sévère du génotypage et je l'ai associé au degré de gravité des procédures déclarées. Donc, on a un peu de tout. Donc, sur les 191 degrés sévères en génotypage, on va avoir du léger, du sans réveil, ce qui est quand même assez curieux et ce qui mériterait d'échanger avec les établissements concernés. Alors là, on passe en 2022, on est en 2023 jusqu'à maintenant, mais du coup, pour pouvoir comparer avec les données européennes qui sont validées pour 2022, j'ai fait donc un petit focus sur ce qu'a déclaré la France en 2022 comparé à l'Union européenne, donc les 27 États membres plus la Norvège, et j'ai repris les différentes méthodes de génotypage invasif, donc prélèvement sanguin, biopsie d'oreille, biopsie de queue, biopsie de nageoire, ablation de phalange et autres méthodes. Et donc, on retrouve ici une certaine cohérence avec la déclaration européenne, ce qui montre que la France est plutôt bonne élève dans les déclarations tout de même s'il y a des erreurs, bien sûr, puisqu'on est sur les mêmes proportions, je dirais, pour le prélèvement sanguin, par exemple, on est quand même en proportion égale en comparant la totalité. En total, on a quand même 437 366 déclarations et au niveau européen, c'est 1,3 million quasiment, donc un tiers, enfin 3 fois plus. Et du coup, pour la biopsie d'oreille, pour la biopsie de queue, on est dans les bonnes catégories avec les bonnes proportions. Et même l'ablation de phalange, on peut voir qu'on déclare à peu près dans les mêmes catégories ici, en léger principalement. Et d'ailleurs, la France était le seul pays à déclarer 23 ablations de phalange en sans réveil, puisqu'on est 23 sur 23. Et on voit qu'en 2022, on n'avait aucune déclaration de génotypage en degré de gravité sévère, alors qu'on en a 191 en 2023. Donc ça montre quand même qu'il y a une erreur en 2023. Et pour vous dire qu'on n'est pas le seul pays à faire des erreurs, c'est que si on creuse un peu dans le rapport européen, on retrouve, alors ce n'est pas la France qui a déclaré, hein, un autre pays qui a déclaré 118 biopsies de nageoires chez la souris. Alors, sauf si les souris autres que la France ont une anatomie différente, il y a vraiment une erreur d'autres pays. Donc, ça montre bien que nous ne sommes pas les seuls à faire passer des erreurs, à ne pas les voir au niveau des administrations et aussi à les déclarer au niveau européen. Donc, ça, c'est une comparaison entre la France et les autres pays au niveau des méthodes au niveau des degrés de gravité. Et ici, c'est un tableau qui est assez intéressant, puisque si on compare uniquement en proportion le nombre d'animaux génotypés selon les différentes méthodes invasives, il y a une première ligne avec uniquement la France. La deuxième ligne, c'est les 27 États membres plus la Norvège, donc France y compris. Et la troisième ligne, c'est les 27 États membres plus la Norvège en retirant la France. Donc, si on compare vraiment la ligne 1 avec la ligne 3, on montre bien qu'on est dans des proportions qui sont tout à fait correctes. On n'est pas les plus mauvais du tout.
puisque si on se focalise sur l'ablation de phalange, par exemple, on est en dessous de la moyenne européenne. Pour la partie biopsie de nageoire, bien sûr, on ne peut pas forcément comparer, puisque je pense que les projets de recherche ne sont pas les mêmes, et la France en fait quand même très très peu par rapport à d'autres pays. Mais pour la biopsie de queue, on est certes au-dessus. Biopsie d'oreille également, mais ça reste dans des proportions qui sont quand même tout à fait correctes. Prélèvement sanguin, on est en dessous, mais c'est tout l'ablation de phalange qui montre bien que par rapport à la moyenne européenne, on est en dessous. Donc, on n'est pas les plus mauvais. Et je crois que j'ai terminé, effectivement. Je vous remercie pour votre attention et je rends la parole. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Susanna et le FC3R pour me permettre de partager mon expérience sur le génotypage non invasif. Alors, pour me situer, je travaille depuis un peu plus d'un an maintenant à l'unité d'innovation Génove, qui se focalise sur le développement de stratégies de thérapie génique et cellulaire pour les maladies neurodégénératives. Et Génove établit des preuves de concept pour des cibles thérapeutiques sur des modèles animaux de la pathologie. Génove mène aussi des études translationnelles d'efficacité et de tolérance pour les thérapies géniques et cellulaires et développe des outils permettant l'entrée des molécules thérapeutiques dans le cerveau. J'ai été également responsable pendant plus de 10 ans d'une plateforme de génotypage haut débit à l'Institut clinique de la souris. Donc, j'ai été impliquée dans pas mal de types de biopsies à traiter. Je suis très attachée depuis cette époque-là aussi à standardiser les processus pour optimiser la reproductibilité des données. Et notamment, j'ai contribué à la création du groupe de travail de génotypage dans le cadre de Selfedia. C'est une infrastructure nationale qui regroupe plus d'une dizaine de centres et dont le but est de conduire l'harmonisation des procédures et des protocoles expérimentaux en rassemblant des compétences et des expertises par domaine d'activité. Et dans tout ce cadre-là de ma carrière, donc j'ai évalué la reproductibilité au niveau du génotypage selon les types de biopsies et j'ai pu aussi contribuer à l'implémentation du génotypage non invasif. Alors, je vais faire un petit point quand même sur la reproductibilité des données et l'impact que peut avoir le génotypage. Notamment, il y a une publication qui est sortie en 2015 de Lloyd qui était un petit peu inquiétante, qui annonçait que 15% des lignées qui sont déposées dans les banques publiques ne portent pas la mutation spécifiée par le dépositaire. Alors, c'est quelque chose auquel vous devez un petit peu vous soucier, c'est que si vous commandez des lignées dans vos laboratoires, méfiez-vous toujours et vérifiez si vous avez bien reçu le modèle attendu. Les erreurs et les incohérences de génotypage, on s'en rend compte généralement parce qu'on fait des réplicats de génotypage. Donc, soit on génotype la souris à la naissance et on la reteste plus tard, soit on a des incohérences dans les génotypages de la descendance. Dans la publication qu'on a fait en 2019, on a montré que même dans un processus hautement standardisé qu'on utilisait à l'ICS, où on traitait environ 50 000 biopsies par an, on obtenait 6% de génotypes non concluants. Et donc, les erreurs de génotypage, on voit bien qu'elles impactent clairement la détermination du génotype. Elles peuvent rendre les résultats non reproductibles, mais surtout, elles peuvent conduire à des contaminations génétiques ou des pertes de lignées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les facteurs qui peuvent impliquer. Je les ai déjà présentés à l'AFSTAL et à FELASA. On va revenir au génotypage non invasif et dans un premier temps sur le rongeur. Donc, comme l'a dit Karim, on a Karim et Frédéric, il y a effectivement les biopsies type invasive qui affectent l'intégrité de l'animal, comme nous l'a suggéré Susanna quand on a préparé ce webinaire, donc les biopsies de queue, d'oreille ou de phalange, par exemple. Et à côté, on a les biopsies non invasives que j'ai été amenée à tester, les cellules épithéliales, les fesses, les récoltes de fesses, le prélèvement de salive par écouvillons buccaux ou les follicules pileux. Là, je vais focaliser la présentation sur le follicule pileux. Alors, c'est un génotypage non invasif qui est une technique très simple, très rapide pour le prélèvement, qui est non traumatisante pour les animaux, qui peut être réalisée sans anesthésie et qui consiste à prélever une petite touffe de poils à l'aide d'une pince. Alors,
quand on dit prélever une touffe de poils, je vous ai mis un petit schéma du follicule pileux pour vous montrer que le follicule pileux se situe effectivement dans cette zone-là et que la zone qui nous intéresse, qui contient le plus de cellules et donc le plus d'ADN, c'est bien la base du follicule. Donc, quand on dit prélever le poil, c'est bien l'extraire avec le follicule et pas casser le poil. Donc, ce que je vous suggère dans un premier temps fortement, c'est d'utiliser des pinces à crimper qui permettent aussi de ne pas avoir de poils qui volent dans tous les sens. Une fois que les poils sont clipsés dans la pince, ils ne bougent plus. Alors, méthode de prélèvement, on peut prélever sur l'abdomen, dans le cou ou à la base de la queue. Et là, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer à quel point c'est facile à faire sur un animal vigile. Et on récolte effectivement une touffe de poils. Alors, une fois qu'on a la touffe de poils dans la pince, on va la déposer dans un tube Eppendorf qui contient un fond de liquide, alors soit de l'eau, soit du tampon de Lise si vous avez déjà, si votre tampon de Lise est déjà prêt. Dans le meilleur des cas, essayez de mettre les follicules vers le bas, puisque c'est dans le follicule, comme je l'ai dit, qu'on a l'ADN. Donc, on peut refaire en plus une centrifugation pour vraiment faire tomber les poils au fond et avoir les follicules dans le liquide. On fait la lise avec la méthode de lise que vous utilisez et après, on peut directement faire la PCR sur le Lisa-Cut. Alors, forcément, ce qu'on entend toujours quand on parle du poil, c'est le risque de contamination et surtout le risque de contamination par l'électricité statique. Alors, pour l'instant, quand on utilise la méthode avec cette pince et dans des conditions optimum, on n'a pas de problème de contamination. Moi, dans mon expérience, depuis qu'on utilise le poil, je n'ai pas eu de contamination due à l'électricité statique. Pour moi, le plus fort risque de contamination quand on utilise cette méthode ou n'importe laquelle des méthodes de prélèvement d'ailleurs, c'est un instrument qui est mal nettoyé. S'il vous reste quelques poils de l'individu d'avant sur votre pince, forcément, vous allez contaminer votre échantillon. Donc, dans le cadre de Génov, comme je vous ai dit, on fait des preuves de concept sur les modèles de thérapie et de pathologie, et on a des modèles murins et des modèles canins avec des protocoles de génotypage qui sont plus ou moins complexes. Donc ici, quelques techniques, quelques résultats de comparaison de génotypage qui ont été faits ici sur de la biopsie de queue ou sur du follicule pileux. On voit bien qu'on arrive à identifier les animaux hétérozygotes même sur le follicule pileux. Ici, un protocole de PCR suivi d'une digestion et on obtient bien deux profils, profil A et profil B. Même à partir d'un poil, on peut effectivement faire ce type de technique. La partie, comme je vous disais, on fait aussi du génotypage sur modèle canin et les chiens sont génotypés généralement à partir de swab. C'est la technique non invasive qui est la plus utilisée en routine. Et nous, ici, à Génov, on a décidé de tester le prélèvement de follicules pileux. Alors, une des choses que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il faut faire attention à la taille de vos poils. On voit ici sur des prélèvements de poils de nouveau-nés, les poils sont courts, ne sont pas drus, donc faciles à mettre dans un Eppendorf. Quand il s'agit des poils d'adultes, ils sont souvent très longs. Donc, je vous suggère de ne pas hésiter à couper dans la longueur, puisqu'on a vu qu'effectivement, c'est la partie où il y a le follicule qui nous intéresse et pas la longueur du poil. Donc, coupez-le au plus court que vous pouvez pour le faire rentrer dans les tubes. Quelques exemples donc, de génotypage qu'on a fait sur 3 lignées qu'on a ici, qu'on étudie ici. Donc, on a des animaux ici dans la lignée 1 qui consiste en une insertion d'un poly A qui a la fâcheuse tendance en PCR de créer un smear sur la bande mutante. Donc, quand on les analyse avec des swabs, on voit que ce smear est assez présent et complique un petit peu l'analyse. Et on a même un résultat qui est beaucoup plus intéressant si on l'utilise sur follicule pileux, puisque là, on voit bien la bande à 200, légèrement le smear, mais on peut bien déterminer les animaux qui sont wild type, le 1 et le 4 ici. Ça, c'est une autre portée où on a effectivement la même chose. Donc, quand on fait les swabs, on a une espèce de smear. On voit aussi un petit peu la bande à 200, mais c'est beaucoup plus net quand on fait l'analyse sur les follicules pileux. La deuxième lignée qu'on a, c'est une mutation ponctuelle spontanée, donc un peu plus difficile à analyser. Pour ça, on a mis une technique de ARM-PCR qui consiste à amplifier
La région d'intérêt est d'avoir 2 primers internes, un spécifique de l'allèle wild type et un spécifique de l'allèle muté, ce qui va générer 3 bandes, une commune, une bande mutée, une bande spécifique wild type. Et on voit aussi que là, dans cette lignée-là, on peut génotyper très bien avec les SWAB et tout aussi bien avec les follicules pileux. Cette autre lignée, c'est aussi une lignée de mutation ponctuelle, mais dans une région qui est riche en GC. Donc, ça a encore un peu compliqué la mise au point. Et là, sur SWAB, c'est vraiment pas très net et on a un résultat qui est vraiment beaucoup plus intéressant ici sur follicule pileux. Donc, le génotypage non invasif, c'est vraiment une technique rapide, non traumatisante. Et sur le chien, on peut même voir qu'elle est plus efficace que les SWAB, sûrement parce qu'il y a moins d'inhibiteurs de PCR que dans la salive. Je vous ai fait un petit comparatif juste là, SWAB et follicule selon différents critères au niveau du bien-être animal. Donc, pour faire un SWAB, il faut faire une contention. On peut blesser la cavité buccale, c'est la crainte qu'on a en retour des animaliers. Ici, comme on a dit, c'est une technique rapide et non traumatisante. L'âge de prélèvement, SWAB buccal, on peut le faire à tout âge. Le follicule pileux, la limitation, c'est effectivement qu'il faut attendre l'apparition des poils. Donc, sur une souris, c'est 10 jours. En quantité, dans les 2 cas, on ne va pas récupérer beaucoup d'ADN. Donc, pour faire un Southern blot, ça sera compliqué. Mais pour faire du génotypage, ça suffit. En qualité, comme dit, la bouche n'est pas forcément toujours très propre. Nous, on a reçu des swabs qui étaient un peu marronasses parfois, donc qui sont un peu compliqués à analyser. On n'a pas eu de résultat. Un follicule pileux, j'ai mis propre entre guillemets, puisque forcément, il provient du sous-cutané, donc il n'y a pas de contamination sur le follicule. En contamination croisée, il mentionnait qu'il peut y avoir sur les swabs, pour les animaux non sevrés qui pourraient être contaminés par l'ADN de la mère, ou pour des animaux qui seraient blessés dans la bouche, avoir du sang dans le prélèvement. Là, j'ai renoté que la contamination par l'électricité statique est une idée reçue. Si on travaille dans de bonnes conditions, on n'a pas vraiment ce problème-là. Dans les 2 cas, on peut on peut répéter le prélèvement et malheureusement, ce ne sont pas des méthodes qui permettent l'identification. J'en viens à cette partie-là. Donc, comme ça a été un petit peu mentionné par Karim, le génotypage non invasif, c'est important, mais qu'en est-il de l'identification non invasive? Alors, actuellement, on utilise majoritairement le tatouage ou les bagues d'oreilles. En identification non invasive, il existe la coloration du pelage ou raser la fourrure ou un marquage au stylo. Là, je n'ai pas trouvé de photos. Les photos ici viennent de Susanna Gomez qui me les a transmises. Et les méthodes, donc c'est des méthodes non invasives d'identification, mais qui restent temporaires puisque le marquage du poil va s'estomper au fur et à mesure que le poil tombe et le rasage, c'est au fur et à mesure que le poil va repousser. Donc, c'est des méthodes qui nécessitent plus de manipulation, plusieurs immobilisations pour refaire les marquages plus fréquemment des animaux. Alors, j'ouvre une voie ici en disant que de nos jours, les nouvelles technologies qui reposent sur l'intelligence artificielle ont été utilisées en recherche sur la vie sauvage, telles que la reconnaissance des motifs, qui est utilisée, là je vous mets un exemple, sur le lynx, où les animaux sont reconnus selon le type de tâche et la morphologie de la tâche et la disposition des tâches. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être applicable sur l'étude des poissons zèbres en regardant les rayures? Et on a des logiciels de reconnaissance faciale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser chez le primate non humain à la place d'utiliser des marquages permanents? Donc, il y a peut-être une voie avec l'intelligence artificielle pour faire des identifications non invasives plus simples. Alors bonjour, je m'appelle Agnès Aucmiller, je suis ingénieure d'études à l'ICM également, dans l'équipe de Claire Viard qui travaille sur le poisson zèbre. Et je vais vous partager ma petite expérience de mise au point dans mon équipe d'un protocole de fin scratching, qui est une méthode de génotypage non invasif pour les larves de poissons zèbres. Alors tout d'abord, les méthodes d'identification qu'on utilise actuellement dans le laboratoire, on en a 2. Le whole embryo, c'est-à-dire qu'on va prendre un pool entre 1 et 50 embryons,
d'une progénie d'un poisson adulte, ou bien le fin clip, qui consiste à couper un petit fragment de la nageoire d'un poisson adulte, mais d'un poisson donc, qui doit être adulte, qui doit avoir au moins 3 mois. Et ensuite, ces deux méthodes se rejoignent, on fait une extraction de l'ADN génomique, une PCR, et puis ensuite le séquençage. Donc, le principal inconvénient pour le whole embryo, c'est que bien sûr, notre pool d'embryons est lysé, donc les embryons sont tués, on ne peut pas les récupérer, même si on les a génotypés. Ou bien pour le fin clip, l'inconvénient, c'est qu'on doit mettre à pousser les poissons sans connaître leur génotype, et on doit attendre qu'ils atteignent l'âge adulte avant de pouvoir les génotyper. Donc, il y a 2 ans, on a réfléchi dans mon laboratoire à comment améliorer cette procédure de génotypage, et pour ça, on s'est penché sur un papier de Martina Venditti, qui étudie donc ce nouveau protocole de fin scratching, une nouvelle méthode pour économiser le nombre de poissons qu'on va mettre à pousser à chaque génération, et qui consiste donc, au lieu de couper le fragment de la nageoire avec un scalpel, on va tout simplement piquer une seule fois le bout de la nageoire, le bout de la queue de la larve avec un capillaire quand la larve est âgée de 2 jours. Donc, ça permet un génotypage à 48 heures au lieu des 3 mois précédemment utilisés. Donc, voici un schéma global de toute la manip. Donc, il faut commencer par individualiser les embryons. Donc, normalement, chez le poisson zèbre, les embryons ils grandissent dans des boîtes de pétri, tous ensemble. Donc, on va devoir les individualiser. On a utilisé pour ça des puits de plaques, donc des plaques 24 puits, par exemple, ou 6 puits. Et ensuite, on va utiliser globalement le même matériel que dans le cadre d'une manipulation d'injection dans des œufs. Donc, c'est-à-dire on fabrique des moules d'agarose qui contiennent des sillons, et on va pouvoir placer les larves dans les rainures pour que la larve ne bouge pas pendant la manip. Et ensuite, on va fabriquer notre capillaire qui va être une aiguille très fine et qui va permettre de piquer le bout de la queue. Ensuite, dès qu'on a piqué notre larve, le but c'est qu'elle reste le moins longtemps possible dans cette situation. Du coup, on la remet très vite dans son puits individuel. Et ensuite, notre capillaire, on va le mettre dans des tubes qui contiennent le tampon de Lise et on va casser l'extrémité du capillaire. Ensuite, on peut refermer le tube, faire notre extraction d'ADN génomique. Pendant ce temps-là, la larve, elle se remet de ses émotions dans son puits. Et puis, on va pouvoir continuer nos manips d'extraction d'ADN génomique, séquençage, par Sanger, PCR, etc. Ou bien même manip de comportement, phénotypage. Et le but, c'est de réussir à faire tout ça avant que la larve atteigne 6 jours. Parce que chez le poisson zèbre, le seuil réglementaire est à 6 jours. Et donc, quand la larve atteint cet âge-là, elle doit obligatoirement être mise en eau dans le système avec un renouvellement d'eau, un nourrissage, etc. Donc, le but, c'est que le poisson soit identifié et génotypé avant ces 6 jours, ou le 6e jour, dernier délai. Donc ensuite, on a essayé de tester cette technique dans notre laboratoire. On a utilisé pour ça le gène PARC7 et j'ai utilisé des larves de 48 heures. Je les ai isolées dans ma plaque 6 puits. J'ai ensuite fait un dosage de la quantité d'ADN génomique obtenue après l'extraction d'ADN génomique, puis une amplification PCR et une migration sur gel. Je les ai triés par génotype et je les ai mis à pousser. Et ensuite, j'ai fait une évaluation du taux de survie à 6 jours et à 1 mois pour voir si cette technique pouvait affecter la survie. Donc, la première chose, c'est qu'on peut voir qu'au niveau dosage, la quantité d'ADN génomique, elle est largement suffisante pour l'amplification PCR, parce que voilà 4 résultats que j'ai obtenus par mes expériences. Et voici la comparaison avec les résultats montrés par l'article qui compare les 3 techniques. Donc, eux, ils obtenaient 11, 5 et 2 nanogrammes par microlitre. Et moi, j'avais à chaque fois entre 15 et 30. Ensuite, voici les résultats de ma migration sur gel. Donc, si le poisson est hétérozygote, on attend 2 bandes, la bande wild type et la bande mutée. Et on voit qu'on peut très bien faire la différence entre le poisson qui n'a qu'une seule bande et le poisson qui en a 2. Voici les chiffres des 3 essais successifs que j'ai faits sur 3 semaines. À chaque fois, on avait un taux de réussite de la PCR de 100%, un taux de survie à 6 jours entre 88 et 100%, et un taux de survie à 1 mois entre 76 et 88.
ce qui correspond exactement au taux de survie globalement qu'on observe pour des poissons qui n'ont pas subi de procédure avant les 6 jours. On a toujours une petite mortalité. Et on estime qu'au bout d'un mois, le poisson il a passé le stade critique de sa croissance et qu'après, il va bien survivre. Donc voilà, pour conclure, les avantages du fin scratching, c'est que c'est rapide et peu invasif comme méthode. Ça permet de connaître le génotypage de l'animal avant de le mettre à pousser en eau. Et ça réduit du coup forcément le nombre de poissons qu'on met à pousser. On n'a pas besoin de mettre à pousser à l'aveugle des dizaines de poissons qui vont être wild type et donc en fait on n'a pas besoin. Et pour les inconvénients, malheureusement ça ne marche pas avec tous les gènes. Là je vous en ai montré un qui fonctionne, mais après dans mon équipe on a testé plusieurs autres et il y en a qui ne fonctionnent pas. Ça dépend sans doute de la taille du gène, il y en a qui sont plus ou moins faciles à amplifier. Et puis il y a aussi cette question que pendant quelques jours les embryons vont être séparés dans les puits de plaques. Et donc forcément, c'est moins bien pour leur bien-être. On essaye d'habitude au maximum de les rassembler. Et aussi forcément, si on a un problème de séquençage, de génotypage, et qu'on n'arrive pas à faire ça avant les 6 jours, là, ça pose la question de comment on fait. Est-ce qu'on met à pousser les poissons séparément dans des aquariums, qui peut être gênant. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Susanna et les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce webinaire. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un travail d'équipe initié par mes collègues M. Luc Doué et notre chef de service, le professeur Pierre Drian, et concrétisé grâce à la collaboration précieuse de mes collègues de l'animalerie qui sont également avec nous aujourd'hui. Nous allons aborder notre approche combinée d'identification et d'échantillonnage pour le génotypage chez la souris. Cette méthode a été spécialement conçue pour minimiser le stress et la douleur des animaux. Avant de détailler cette approche, permettez-moi de vous présenter brièvement notre service, notre animalerie. Notre animalerie est située au CHU du Sartillemont à Liège. Elle comprend des installations réparties sur plusieurs bâtiments avec des zones conventionnelles, SPF, une animalerie pour poissons. En moyenne, nous hébergeons environ 11 000 souris, 22 000 poissons, 200 rats, 40 courbés et 200 oiseaux. Notre animalerie soutient les recherches de 6 facultés de l'Université de Liège, avec plus de 500 projets scientifiques en cours, impliquant plus de 300 chercheurs. Actuellement, nous hébergeons plus de 350 lignées de souris et conservons plus de 300 lignées cryopréservées. Notre équipe est composée d'un académique qui est le chef du service, 2 scientifiques, 4 techniciens, 15 animaliers et une secrétaire. Notre équipe est renforcée chaque année par environ une quarantaine de jobistes. Notre animalerie à l'offre une gamme de services variés, allant de l'hébergement, soins, gestion des lignées transgéniques, surveillance et contrôle quotidien, participation aux recherches scientifiques, assistance technique, gestion des flux d'échange de lignées transgéniques, formation et développement professionnel et procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, nous vous présentons une méthode alliant identification et échantillonnage pour le génotypage chez la souris, qu'on a conçu pour minimiser le stress animal tout en optimisant la qualité des données scientifiques. L'identification individuelle des souris dans la recherche est très importante et représente une étape clé pour assurer la fiabilité des résultats. Les principales méthodes d'identification qu'on utilise de nos jours sont les boucles, le marquage, les puces électroniques, les coupes de phalanges, les tatouages et les marqueurs. Pour évaluer les méthodes d'identification, il est essentiel de considérer 2 aspects clés
qui sont les exigences scientifiques, comme la précision des résultats et les impératifs éthiques, qui visent à réduire la douleur et le stress chez la souris. Prenons l'exemple des puces électroniques. Bien qu'elles soient plus coûteuses, elles offrent plusieurs avantages. Elles sont moins invasives, plus précises et réduisent les risques de complications. En outre, elles diminuent le stress des animaux, ce qui répond aux préoccupations éthiques. Donc, l'enjeu est de trouver des solutions qui allient les standards scientifiques et le respect du bien-être animal. Les chercheurs jouent un rôle central dans ce processus. Ils doivent régulièrement revoir leurs pratiques pour respecter les standards scientifiques et éthiques les plus élevés. Cela passe aussi par l'intégration des avancées technologiques pour améliorer les techniques d'identification. On parle d'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, l'objectif final est de réduire au maximum le stress des animaux, tout en conciliant la qualité scientifique des recherches et les principes éthiques. Quand il s'agit du génotypage des souris génétiquement modifiées, plusieurs problématiques doivent être prises en compte. Les méthodes de biopsie comme la perforation des oreilles, la coupe de la queue, les prélèvements de poils ou les écouvillons buccaux et rectaux varient selon les besoins. Donc, ces techniques entraînent des niveaux de traumatisme et de stress différents pour les animaux. Il y a aussi le succès de la PCR qui peut varier selon la méthode utilisée, ce qui affecte la fiabilité des résultats, les résultats qu'on obtient. Par exemple, l'an dernier, ici à Liège, nous avons tenté de génotyper des écouvillons buccaux sans succès. Aussi, comme le premier présentateur l'a indiqué, certaines méthodes comme la coupe de la queue sont considérées comme invasives. Cela signifie que ces animaux sont comptabilisés dans les statistiques réglementaires, même hors protocole expérimental. Donc ici, nous proposons dans notre présentation une technique de raffinement pour le génotypage et l'identification des souris, visant à réduire le stress et la douleur. Dans la recherche in vivo, le génotypage et l'identification des souris sont des étapes essentielles. Les méthodes comme le punch auriculaire, la coupe de la queue ou les puces électroniques ont chacune leurs avantages, mais aussi leurs limites. Notre objectif est d'améliorer ces pratiques pour réduire au maximum le stress et le traumatisme des animaux, tout en respectant les exigences scientifiques. Les méthodes actuelles d'identification et de génotypage des souris posent plusieurs problèmes. Elles augmentent le stress en raison des douleurs liées aux perforations ou aux coupes, pouvant entraîner des infections et des complications, surtout avec des boucles mal placées. Certaines techniques comme les puces électroniques sont également coûteuses, donc il y a l'aspect économique aussi. Ces méthodes invasives peuvent fausser aussi les statistiques car elles sont incluses dans les rapports d'utilisation des animaux, même hors protocole expérimentaux. Il est donc essentiel de développer des techniques plus éthiques, pratiques et fiables pour relever ces défis. Sur cette dia, nous comparons différentes méthodes d'identification en fonction de 4 critères: l'invasivité, la précision, le risque d'infection et le coût. Donc, pour la coupe de la queue, elle présente une invasivité élevée, une précision moyenne, un risque d'infection moyen et un coût faible. Pour les puces électroniques, elles sont peu invasives, très précises, avec un faible risque d'infection, mais elles ont un coût élevé. Le punch auriculaire seul est peu invasif,
avec une précision moyenne, un risque d'infection moyen et un coût faible. Donc, nous, en combinant le prélèvement d'échantillons pour le génotypage et l'identification, cette combinaison est peu invasive. Elle offre une précision élevée, un faible risque d'infection et présente un coût moyennement élevé. Donc, nous proposons une technique de raffinement qui combine, comme je l'ai dit, le génotypage et l'identification en une seule étape. Cela simplifie le processus et réduit le stress des animaux. Voici les étapes de cette pratique. Tout d'abord, un punch auriculaire de 1 à 2 mm est réalisé. L'échantillon prélevé est utilisé pour le génotypage via une analyse PCR. Ensuite, une boucle auriculaire est placée immédiatement dans le site perforé. Je détaillerai cette technique un peu plus loin. Les avantages de cette méthode pour le bien-être animal sont nombreux. En combinant l'identification et le génotypage en une seule intervention, nous réduisons les traumatismes comme la suppression de la coupe de la queue. De plus, la boucle auriculaire ne provoque plus de blessures, ce qui diminue la douleur. Cette méthode simplifie la gestion des lignées en animalerie en limitant le nombre d'interventions et en rendant les processus plus fluides. Il y a aussi l'identification des animaux éclair grâce à la boucle auriculaire dont le numéro se lit facilement, sans nécessité de manipulation supplémentaire comme le grattage des sérosités. Cette approche a un impact positif direct sur la recherche, notamment en termes d'éthique et de conformité. Elle respecte pleinement les normes éthiques comme celles de Filasa et les principes de 3R, garantissant le bien-être animal. Elle réduit le nombre d'interventions sur les animaux, donc elle limite leur stress. Elle diminue le nombre d'animaux comptabilisés dans les statistiques annuelles d'utilisation d'animaux en expérimentation. Et enfin, cette méthode améliore la reproductibilité et la transparence des études. Pour cette technique, la première étape est de réaliser une contention délicate de la souris. L'animal doit être maintenu fermement mais en douceur pour minimiser son stress. Passons à l'étape du prélèvement auriculaire pour le génotypage. Ici, comme vous pouvez le voir sur la photo, la comparaison entre le diamètre du prélèvement réalisé et celui d'une aiguille 23G. Donc, on utilise un micro-poinçon stérile pour prélever un petit échantillon de pavillon auriculaire. Avant le prélèvement, il est essentiel de désinfecter la zone pour éviter toute contamination et garantir la propreté de l'intervention. Enfin, la procédure doit être réalisée avec soin pour minimiser l'inconfort de l'animal et éviter toute blessure inutile. L'étape suivante est le placement de la boucle auriculaire après le prélèvement. On commence par préparer la zone perforée en s'assurant qu'elle est propre et prête pour l'insertion. Ensuite, la boucle est insérée délicatement dans le site perforé. Une fois la boucle en place, il est crucial de vérifier qu'elle est bien fixée et sécurisée. Il faut aussi s'assurer qu'elle n'entrave pas les mouvements naturels de la souris pour préserver son bien-être à long terme. Pour enrichir notre réflexion et mieux comprendre les pratiques dans d'autres animaleries, nous avons distribué un questionnaire. Ce questionnaire porte sur l'approche combinée d'identification et d'échantillonnage pour le génotypage des souris, avec comme objectif d'explorer les techniques utilisées pour réduire le stress et la douleur des animaux. Nous avons envoyé le questionnaire à une vingtaine de personnes et reçu 12 réponses de 5 animaleries différentes, une au Luxembourg, une à Gand, une à Bruxelles
et 2 à Liège. Le taux de réponse est relativement faible, probablement à cause de l'envoi du questionnaire durant les fêtes de fin d'année. En ce qui concerne le profil des répondants, nous avons 8 techniciens, un vétérinaire, un chercheur, un chef de service et un manager d'animalerie. Nous avons interrogé les participants sur les méthodes d'identification utilisées. 3 utilisent des boucles métalliques, 2 perforent les oreilles, 2 pratiquent la coupe des phalanges et 4 combinent perforation des oreilles et coupe des phalanges. Et le dernier utilise à la fois des boucles métalliques et des puces électroniques. Concernant les méthodes combinées, un répondant n'a jamais utilisé de méthode combinée. 11 ont déjà expérimenté une méthode combinée, dont 4 ont mentionné notre méthode. 4 utilisent la coupe des phalanges pour identification et génotypage. Et 2 préfèrent la biopsie de la queue pour le génotypage. Évaluation des effets des méthodes actuelles sur le bien-être des souris. Pour les effets observés, 2 répondants ont observé des inflammations, 5 ont noté du stress et de l'anxiété et 5 n'ont signalé aucune réaction négative. Pour la réduction du stress avec les méthodes combinées, 5 répondants estiment que cela réduit beaucoup le stress, 5 notent une réduction modérée, 1 n'a observé aucun changement, 1 n'a pas donné d'avis. Et pour les effets des boucles auriculaires après prélèvement pour génotypage, ces répondants pensent que cela pourrait réduire les effets indésirables et 6 ne partagent pas cet avis. Pour les réactions inflammatoires et complications, 4 répondants estiment que ces cas sont occasionnels, 6 les jugent rares et 2 n'ont observé aucune complication. À la question si les méthodes combinées facilitent-elles la gestion des animaux, un tiers des répondants n'a noté aucun changement et un tiers trouve cette méthode beaucoup plus facile et le dernier tiers la trouve un peu plus facile. Si les méthodes combinées améliorent-elles la précision du génotypage, 4 répondants n'ont noté aucune différence, 5 ne sont pas sûrs qu'il y ait une différence et 3 observent une amélioration. À la question si le taux du succès des résultats du génotypage est-il amélioré, 4 répondants ont répondu oui, 3 non et 5 ne sont pas sûrs. Nous avons aussi exploré l'aspect éthique et les opportunités d'amélioration. Donc, pour le respect des exigences éthiques et réglementaires, 100% des répondants confirment que leurs pratiques sont conformes aux normes éthiques et réglementaires. Concernant la contribution de la technique combinée à réduire le nombre d'animaux classés comme utilisés en recherche, des répondants estiment que notre méthode est efficace pour atteindre cet objectif. 1 n'est pas sûr et 1 reste sceptique. Concernant les améliorations suggérées par les répondants, 4 propositions sont ressorties. Donc, la perforation des oreilles sans ajout de boucles auriculaires, la coupe des phalanges pour un génotypage précoce, trouver une méthode sans boucle, sans utilisation de boucles, et enfin la réduction de la taille des boucles. En conclusion des résultats de l'enquête, d'abord une forte adhésion à notre méthode combinée. 100% des répondants sont favorables à la méthode combinée proposée. Pour le taux de réponse, on a eu 12 réponses sur 20, donc soit un taux de 60%. L'origine des réponses provient de 5 animaleries avec des pratiques similaires.
le consensus sur les méthodes combinées, unanimité des répondants sur l'efficacité de la méthode combinée. Et on a remarqué une sensibilité au bien-être animal. Tous les répondants soulignent l'importance de méthodes respectueuses du bien-être animal. En résumé, cette étude montre que la méthode combinée répond aux exigences scientifiques et éthiques et qu'elle peut améliorer les pratiques en animalerie. Ce tableau présente une comparaison entre notre méthode et la coupe des phalanges pour identification et génotypage proposée par 5 répondants. La coupe des phalanges est plus invasive, tandis que le punch auriculaire est moins invasif. La coupe des orteils cause une douleur plus élevée, tandis que le punch est moins douloureux. La coupe des orteils présente un risque d'infection contrairement au punch auriculaire. La coupe des phalanges est moins coûteuse mais plus lente, tandis que le punch auriculaire est rapide et abordable, économiquement parlant. La coupe des phalanges ne permet qu'un prélèvement, tandis que le punch auriculaire peut être répété plusieurs fois. La coupe des phalanges peut entraîner des gênes à long terme, alors que le punch a un impact minimal à long terme. En conclusion, la méthode du punch auriculaire pour génotypage et identification est une approche raffinée, respectueuse du bien-être animal et adaptée aux exigences scientifiques. Merci pour votre attention. Mes collègues et moi sommes disponibles pour répondre à vos questions.